faire une petite parenthèse pour revenir ensuite à cette tradition et à cette peinture figurative. Je voudrais juste te questionner, Sarah, sur l'envie aussi d'inviter rouge. Qu'est-ce qui a fait quelle est la première Est-ce qu'il y a une envie aussi particulière de présenter une femme artiste dans ce milieu urbain qu'on pense peut-être d'ailleurs trop masculin? C'est peut-être pas le cas. Et puis, qu'est-ce qui t'a plu dans son travail pour la choisir? Alors, en fait, on a, pour parler un peu de la direction artistique même de la saison, on a beaucoup travaillé sur ces questions de quel artiste inviter et ensuite, évidemment, quel artiste inviter pour inaugurer. Donc, c'est Guillaume qui est un fin connaisseur de la scène urbaine qui nous a fait des propositions énormes de listes d'artistes potentiels à inviter. Et ensuite, on a un petit peu mis ces artistes dans des cases, si je peux dire ça comme ça, pour Bien la mise au carreau, là aussi. c'est un peu une mise au carreau tout à fait d'une liste d'artistes, de façon à ce qu'on puisse proposer un panel qui nous semblait pour nous important et intéressant, c'est-à-dire d'avoir donc, comme je le disais au début, une artiste femme, un artiste local et un artiste national. Et dans cette liste d'artistes femmes, eh ben malheureusement, elle n'était pas très étoffée. Cette liste, en tout cas par rapport aux autres listes, on s'est retrouvé avec beaucoup moins de possibilités, tout simplement parce que sur la scène urbaine, il y a réellement moins de femmes que d'hommes dans cette scène-là. Et également parce que les femmes sont moins exposées, très sincèrement, moins médiatisées peut-être aussi dans ce milieu. Et du coup, ça nous permettait à nous de mettre en lumière des artistes femmes. Mais évidemment, le choix, il est vraiment artistique dans un premier temps. Et ensuite, on fait le choix de mettre en lumière une catégorie d'artistes. J'aimerais bien ajouter une petite remarque sur cette question de la scène urbaine et de la place des femmes dans la Mmh. scène urbaine, parce que c'est une question qui revient régulièrement, qu'on nous pose régulièrement. Et je me permets juste de demander si c'est pas un a priori qui accompagne souvent l'art urbain, parce qu'on le pense comme un mouvement marginal, Mm. comme un mouvement un peu voilà, de gens sans culture, qui forcément viennent des quartiers, seraient moins ouverts à la question féministe ou à la question queer, etc. Et c'est des choses qui, je pense, peut-être viennent du fait qu'il y a encore un certain... Voilà, je me permets de demander ça. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation Mm. entre le fait qu'on se pose souvent la question de est-ce que le milieu de l'art urbain est un milieu machiste? Est-ce que c'est pas une manière aussi de continuer de le stigmatiser comme un milieu marginal de personnes qui ne seraient pas en marche avec l'avancée du monde, quoi. C'est voilà. Bah, c'est exactement ce que j'allais rebondir aussi en disant que finalement, tu enfonces peut-être des portes ouvertes parce que tu casses plein d'a priori qu'on peut avoir sur l'art urbain. C'est-à-dire que déjà, cette mise au carreau, par exemple, cette tradition de la mise au carreau, on peut avoir en tête des images de voir une personne attaquer un mur avec une bombe sans se dire, tiens, le geste est spontané, il est peut-être pas préparé en amont. Et là, tu nous montres au contraire que si, il y a tout un travail préparatif qui est assez classique en fait, passer par le dessin, passer par l'esquisse, tu passes par le photomontage, mais pour avoir vu ce photomontage, tu arrives très bien aussi à t'en éloigner quand tu es face au mur. Tu montres aussi que tu peins pas à la bombe, mais c'est une peinture acrylique, hein, si je me trompe pas, avec des pinceaux. En fait, tous ces gestes sont assez classiques, pas dans le sens péjoratif du tout, hein, mais des gestes de peintre. Et en plus, tu pas quelque chose de figuratif. Là aussi, ça s'inscrit dans une tradition. On parlait ensemble de mouvement d'histoire de l'art et de surréalisme, de réalisme, donc ça s'inscrit aussi dedans. Et je trouve que ce mur nous montre justement que l'art urbain, ce qui change peut-être, c'est le support et la taille du support, bien évidemment, mais que le sujet de ta peinture, que tu l'abordes sur une toile ou sur un mur, finalement, il est le même. Euh, je réfléchis au mur comme de très grands tableaux, mais je prends quand même en compte le fait qu'il soit dans l'espace public. Et du Ouais. coup, je trouve qu'il y a une responsabilité accrue vis-à-vis de l'image qu'on choisit. Et je choisis quand même pas tout à fait les mêmes images en atelier. Mais par contre, ce que tu dis est vrai. Moi, je trouve que c'est le plus... enfin, c'est ce que je trouve le plus réjouissant dans notre scène, c'est de voir redébarquer toute une génération de peintres exceptionnels qui sont complètement au fait des techniques anciennes, beaucoup plus que moi. Enfin, il y en a qui sont passés par des écoles,
de techniques d'excellent niveau, notamment toute la scène espagnole, et qui viennent revisiter de très vieux des sujets qu'on avait un peu mis au banc, comme la nature morte, et qui viennent redonner à tout ça une place dans l'espace public qu'on avait un petit peu perdu. La place de la peinture en général s'était étiolée dans l'espace public, la place du graphisme aussi, c'est des choses qui vraiment aujourd'hui, du graphisme à la main, je pense le peintre en lettres, etc. Et c'est des choses qu'on est en train de redéployer autour de personnes comme ça qui sont mes contemporains, qui ont la trentaine et qui peignent incroyablement bien sur des murs gigantesques, des sujets de musée ou autres. Mais cette porosité, on est en train de la regagner. Et moi, c'est ce que je trouve superbe dans notre mouvement. C'est ça qui m'enthousiasme le plus, quoi. C'est vrai que pour compléter, on constate que dans ce mouvement, il y a un nombre de techniques et de styles artistiques qui sont quand même... vraiment, ça touche toutes les possibilités, si je peux dire ça comme ça. Si on se promène dans le musée des Beaux-Arts, par exemple, on va trouver plusieurs salles avec plusieurs styles différents. Moi, j'ai presque envie de dire que quand je me promène dans l'espace public, c'est la même chose. Et je vais pouvoir trouver, sur l'île de Nantes, l'œuvre de Seiner et Zoher qui va être complètement folle avec des voitures qui tombent, un paysage, des choses qu'on n'attend pas ensemble. Et après, tomber sur le mur de rouge avec ce focus sur cette panière à linge. Et c'est vrai que je trouve que c'est toute la beauté de ce courant artistique, parce que, à mon sens, c'est un courant à part entière, c'est qu'on peut y voir tellement de choses et que finalement le public peut y trouver son compte, quelle que soit la proposition qui y est faite. Les peintures ressortent. Elles ne sont pas que dans les galeries ou que dans les musées, mais elles s'exposent aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que l'endroit en plus où on est, sur ce mur de Trampolino, c'est entouré de créations urbaines très diverses, puisqu'il y a sculpture, installation, les œuvres du 1% culturel, et il y a aussi évidemment la peinture murale. J'ai dit qu'on y reviendrait, mais c'est justement sur ton parcours, puisque on le dit, tu t'inscris finalement dans une tradition. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à la peinture, quelle formation tu as, et puis pourquoi peindre aussi dans l'espace public, et finalement ne pas rester que dans une exposition de galerie ou de musée? Alors moi j'ai un parcours, j'ai toujours aimé dessiner et peindre, depuis toute petite, ça m'a suivie, et comme j'aimais dessiner et peindre, je suis partie en école d'art. Donc j'ai fait d'abord une fac et puis les Beaux-Arts de Bordeaux, et paradoxalement, la peinture et le dessin n'y avaient absolument pas leur place, puisque c'était un moment un petit peu charnier de l'histoire des écoles, où on était vraiment dans une recherche de contemporanéité à tout prix, et où même avoir une pratique narrative était un peu passéiste et un peu ringarde. Donc moi j'avais vraiment ce goût de la représentation et des histoires, donc c'est vrai que j'étais assez mal tombée. Bon, j'y ai fait d'autres choses, j'y ai fait de la performance, de l'installation et de la vidéo, et j'y ai appris beaucoup parce que mon sujet c'était l'exploration urbaine. Mais quand on a le goût en fait de faire des images, on en fait, on continue d'en faire, et on essaye de trouver des débouchés pour elles. Et il s'avère que pour moi ça a été de passer par la rue, parce qu'il y avait la place pour ça en fait. Et non seulement il y avait la place, mais aussi il y avait le public pour. Donc j'ai commencé de manière assez instinctive à faire des petits collages, des petits journaux de rue. Je tenais un espèce de blog de rue en fait, où je venais quotidiennement faire des collages. Et puis à force d'en faire, j'ai commencé à rencontrer des collègues, et puis les promenades sont devenues de plus en plus ambitieuses, et puis j'ai commencé à rencontrer des associations, à découvrir qu'il existait une scène, à découvrir que je pouvais peindre un mur dans l'espace public, et donc tout ça s'est monté petit à petit. Finalement, quand je suis sortie quand j'ai été diplômée des Beaux-Arts, j'avais déjà une pratique de rue qui était beaucoup plus affirmée et beaucoup plus professionnelle que ce que je proposais en école. Par ailleurs. Et d'ailleurs, je suis partie presque tout de suite en résidence et sur des programmations avec de la peinture et du dessin, qui était pourtant ma cour de récré, au départ. Est-ce que peindre en extérieur, c'est plus facile pour interagir avec le public? Tu disais tout à l'heure que tu faisais attention au sujet que tu choisis.
Est-ce que pour toi, le message est plus fort ou tu te dis que le passant va plus facilement s'arrêter que s'il fallait qu'il franchisse la porte pour entrer dans une galerie ou dans un musée? C'est plus facile pour toi de dialoguer de cette manière-là avec les gens? Alors c'est sûr qu'il y a un gros problème au niveau du public et de l'accès à l'image. Ça c'est une question entière, hein. Moi j'ai quand même fait, voilà, j'ai fait 3 ans de fac et 4 ans de beaux-arts, et quand je rentre dans un musée d'art contemporain, il m'arrive très souvent de me sentir démunie et idiote, donc je pense souvent à ceux qui n'ont pas fait d'études en art du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un des trucs de dingue de notre milieu, voilà, d'être tout de suite en confrontation et de pas demander, de pas exiger cet effort de franchir le pas d'une institution qui peut être intimidante. Le pendant de ça, c'est que du coup, on est extrêmement autoritaire parce qu'on impose une œuvre sur le trajet quotidien. Et donc oui, ça permet d'être plus rapidement en contact. Et oui, c'est génial et c'est réjouissant. Et oui, c'est très dur aussi parce qu'on est aux premières loges pour entendre la critique aussi, l'incompréhension. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça de super vivant. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je recherche et je trouve ça génial que la vie qui se déroule à ce moment-là autour d'une fresque, que le contexte vivant d'une fresque puisse influencer la peinture. Et je finis là-dessus, je trouve ça hyper important aussi que des gens passent tous les jours et puissent s'approprier un morceau de l'histoire d'une peinture et se dire j'étais là quand elle a peint ce truc. Et du coup, on vécu un petit moment de cette création avec nous. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose de plus précieux pour eux aussi, je crois. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un côté de faire partie de l'histoire en fait de cette fresque. C'est-à-dire ceux qui font partie de ce paysage quotidien, ils passent tous les jours, voient l'évolution, se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer, voilà, et presque ce côté de pouvoir rentrer, c'est comme si on rentrait dans l'atelier de l'artiste finalement, sauf qu'on l'a en plein air et qu'on en profite comme on le souhaite. C'est vrai qu'on a vu aussi beaucoup de gens qui vont déjeuner, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce quartier, qui étaient émerveillés en fait d'avoir cette petite bouffée d'air, cette bouffée de culture en plein milieu de leur pause déjeuner. Et je trouve que c'est toute la beauté aussi de la peinture dans l'espace public, c'est de pouvoir en fait avoir cette interaction directe avec les gens en fait. Oui, puis cette accessibilité, vous en parliez toutes les deux, hein, mais l'œuvre est accessible de fait parce qu'elle est dans l'espace public, là, ici, un passage qui est très impressionnant, mais de fait, tu es aussi accessible en tant qu'artiste, puisque tu es là, les gens peuvent venir te parler et voient le processus aussi de fabrication. Euh, on se pose toujours la question quand on voit que ça soit une fresque, que ça soit une peinture, une sculpture terminée, on se dit mais combien de temps elle y a passé ou il y a passé, comment il a procédé. Et là, les gens ont pu assister en direct à cette réalisation. Ça va me permettre de détailler un peu cette réalisation, ce mur aux dimensions impressionnantes. Comment tu l'abordes quand tu es face au mur? On a dit que tu avais donc tes croquis préparatoires. Tu arrives avec ces croquis, la mise au carreau est faite et après ça se passe comment pour peindre ces drapés gigantesques, pour un moment se dire est-ce que je suis dans le juste, je m'approche, je recule, je m'arrête en disant bah non mais en fait l'image que j'ai conçue elle s'adapte pas au mur, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse en disant bah si c'est bon, je suis absolument ce que j'ai fait parce que sinon je vais plus m'y retrouver dans des dimensions si impressionnantes. C'est un gros mélange des deux. C'est des allers-retours entre les deux. Bon, déjà, ça se passe beaucoup aux muscles quand même. C'est hyper physique, ce genre de mur. Et ça, c'est un truc qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà, parce qu'en atelier, j'aime travailler. Bon, je travaille des grands formats, mais j'aime particulièrement travailler des tout petits formats avec des choses qui sont très minutieuses et qui sont très méditatives. Et j'adore le fait de complètement basculer dans une peinture du corps tout entier quand je suis dehors. D'ailleurs, je fais pas très attention à ce que je fais. Et vraiment, c'est un peu sportif. Mais donc il y a cette mise au carreau. Je passe une journée à reporter mon esquisse, à essayer de retrouver une justesse du dessin. Et puis pour la suite, j'ai mon modèle, j'essaye de travailler mes couleurs et après c'est beaucoup d'essais. Donc c'est poser des teintes les unes à côté des autres, voir comment elles réagissent, est-ce que ça fabrique le bon volume, est-ce que ça fabrique la bonne composition, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur, est-ce que voilà. Donc c'est beaucoup de temps face au mur à essayer d'aller très très vite pour un petit peu asseoir des étapes, puis prendre le temps de se reculer, se demander est-ce que cette étape elle fonctionne ou non, sinon y revenir
plusieurs fois s'il le faut. Voilà, mais c'est ce que j'avais l'occasion on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu. C'est vrai que pour moi, chaque mur, c'est l'occasion d'apprendre, particulièrement celui-là, parce il est grand, il a une texture qui est particulière. Et moi, techniquement, ça m'a posé plein de contraintes qui étaient super intéressantes parce que je me vois faire le prochain beaucoup plus sereinement, avec une meilleure idée de ce dans quoi je me lance et d'autres méthodes de travail que j'ai envie de tester. Oui, parce que ce mur, pour rappeler, il n'est pas lisse, hein, c'est pas comme une toile. Il y a une préparation de peinture dessus. Je me tourne vers Sarah parce que Plus de couleurs a travaillé à cette préparation du mur. Et c'est vrai que c'est assez troublant. Parce que quand on connaît le mur, on voit sa porosité. Et toi, tu amènes de la douceur dessus. Je ne sais pas si tu partages mon ressenti, mais... Si, complètement. Alors, c'est vrai que pour parler rapidement de la préparation de ce mur, c'est vrai que c'est un défi un peu de travailler sur ce mur parce que les outils qu'on utilise habituellement ne sont pas forcément toujours très adaptés à cette structure, à cette porosité un peu particulière. Donc, en effet, l'équipe de Plus de couleurs, on prépare en fait ce mur en y mettant donc une sous-couche et on a préparé cette mise au carreau. Et ensuite, on aide l'artiste, on assiste l'artiste pendant toute sa réalisation. Et c'est vrai que pour reparler un peu de ce contraste entre cette texture très particulière, donc on est quand même ici dans un ancien bunker, donc il y a quelque chose de très ferme, de très dur, de très solide. Et on se retrouve maintenant avec ces drapés, comment dire, ces vêtements, cette douceur limite, où moi, ça m'a fait presque l'envie de sauter dedans, dans quelque chose de très moelleux finalement. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant ce contraste entre la nature de ce mur et l'œuvre qui y est produite. Finalement, les personnages que tu n'as pas mis, nous, on est ces personnages. Enfin, en tant que public, on se voit bien participer à cette réalisation. Alors, tu parlais d'un travail collectif, puisque tu es bien évidemment à l'initiative de toute cette réalisation, l'idée, la construction, etc. Mais tu es aidé aussi. Je travaille avec un assistant quand j'en ai l'occasion, qu'il aille venu à la rescousse de son plein gré. C'est Kabig, qui est un peintre exceptionnel et qui vient souvent m'aider sur les grands chantiers comme ça. Et c'est super soulageant parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à je ne sais pas combien de mètres carrés seul, ça peut être un peu intimidant et c'est vraiment génial de bosser avec quelqu'un. Je pense que ça va arriver de plus en plus souvent d'ailleurs qu'on bosse en duo. Et puis aussi l'équipe de Plus de couleurs qui est là pour et notamment Jean Monner qui est là pour toute l'intendance aussi qui est monstrueuse, ne serait-ce que le fait de rincer les pinceaux, porter les pots de peinture, gérer les choses qui s'envolent à la tempête. Il y a tout un on aime les défis. Non, il y a tout un package comme ça dont moi je n'ai pas à me soucier parce que j'ai la chance d'avoir une équipe et c'est incroyable parce que ça soulage, ça permet de se concentrer sur la peinture en elle-même. Oui, puis alors ça paraît super simple, moi, pour l'avoir suivi sur les réseaux sociaux. De jour en jour, je voyais l'évolution. On a l'impression que tout est très facile. Le pinceau avait l'air de glisser, les masses se remplir d'heure en heure très vite, mais on oublie souvent que en fait, c'est beaucoup de préparation en amont et bien évidemment un travail collectif pour arriver en si peu de temps, parce qu'en fait, 4-5 jours, c'est pas non plus... c'est court pour aborder un tel mur. Donc sans ce travail collectif, je me dis, voilà, ça mettrait forcément plus de temps. Et puis pour les gens qui passent, on voyait vraiment la différence en quelques heures, la manière dont vous avez travaillé ce mur et la réalisation. On va avoir l'occasion de regarder ta réalisation, ta peinture pendant 3 mois. On va avoir la chance de l'avoir sur toutes les coutures, de l'examiner aussi et de regarder ses drapés. Merci pour ce projet et merci pour ce mur. Merci Sarah pour l'invitation. Alors c'est qu'une première, hein, on est bien d'accord, puisque 2 autres personnes vont succéder à Rouge. Tu nous en dis un peu plus ou... Alors, je vous en dis un peu plus. Oui, c'est une première, donc c'est un lancement. On va ensuite accueillir pour cette première saison 2 autres artistes, donc un fin mars et l'autre fin juin. Mais je ne vous en dis pas plus puisqu'on aime bien les surprises chez nous, donc on ne donnera pas de nom.
Ce qui est important à savoir aussi, c'est que tout ce qui se passe sur ce projet Le Mur, si on a choisi de rester sur une temporalité aussi longue, puisque les autres projets souvent durent beaucoup moins longtemps, c'est aussi parce qu'on avait envie de laisser vivre l'œuvre et de permettre au public un peu de s'en emparer par des axes de médiation, par de la visite, des ateliers. On aimerait aussi travailler avec les écoles, proposer des workshops, des rencontres avec l'artiste quand ce sera possible. Et puis, évidemment, fêter aussi ces œuvres avec le public, parce que c'est ce qui nous a clairement frustrés sur cette édition, pas pouvoir inviter le public à venir trinquer avec nous. Mais on espère bien que ça viendra pour les prochaines éditions. Oui, puis entendre leur retour. Enfin, on a toutes eu les oreilles qui ont traîné à un moment près de Trampolino pour entendre ce que les gens pensaient. Je suis arrivée, certaines personnes étaient en train de prendre des photos. Enfin, on parlait, hein, cette accessibilité directe avec le public. C'est vrai qu'en ce moment, les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore de faire des visites, mais moi, je suis très impatiente de voir comment les gens vont réagir face à ce mur, les questions qui vont pouvoir émerger, et puis de l'inclure dans un parcours qui est beaucoup plus global, hein, sur l'île de Nantes, de pouvoir regarder d'autres propositions artistiques et devoir comparer les tailles des murs, la composition. Et ce qui me plaît beaucoup dans ton travail en tant que médiatrice, c'est que le vocabulaire que je vais employer est le même que j'emploie en peinture. Je vais avoir les mêmes mots de composition. Et je pense que le public va énormément apprécier aussi de faire ces allers-retours, puisqu'on est bien dans une production d'art visuel, et ça rentre tout à fait dans les champs de l'histoire de l'art. Donc on continue à écrire une histoire contemporaine de la peinture, et tant mieux d'ailleurs. Et c'est vrai que cette question de la peinture dans l'espace public, c'est vrai que c'est quelque chose qui pour nous, a beaucoup d'importance, puisque c'est le cœur de notre métier, de notre association. On retrouve sur l'île de Nantes, justement, pas mal de traces des actions qu'on a menées pour mettre en valeur les œuvres dans l'espace public. Donc, je parlais tout à l'heure de l'œuvre de Seiner et Zoher qui se trouve sur la façade du bar Le Point Bar, donc juste à côté de l'éléphant. Mais il y a aussi tout un parcours qui correspond à la Biennale d'art urbain Teenage-Kicks en 2017 le long du quai Wilson. Le fait que toutes ces œuvres soient accessibles dans l'espace public, pour nous, c'est vraiment important. Ça permet de donner de la culture pour tous. Ça prend encore plus son sens aujourd'hui où malheureusement la culture est plus que mise de côté. Donc on trouvait que c'était vraiment essentiel dans un moment comme celui-là de pouvoir proposer un peu de joie, un peu de culture, un peu de douceur dans ce monde un peu trop compliqué à mon goût. Merci Rouge. On a l'occasion de retrouver ton travail sur un compte Instagram. On peut suivre tes propositions, et puis sur site internet et à Bordeaux où tu exposes régulièrement, si je ne me trompe pas. Oui, à Bordeaux et à Paris. Voilà. Avec des dates qui seront à venir, mais bon, cette année étant complexe, voilà. On n'annonce rien qui risque d'être annulé. Il vaut mieux. C'est ça. Merci Sarah pour ce projet, et puis pour me donner l'occasion à moi et aux têtes renversantes de participer à cette médiation autour de la peinture contemporaine et peinture urbaine. Tout à fait. Merci à toutes les deux. Merci pour ce temps d'échange qui, je l'espère, trouvera tout son intérêt auprès du public.